Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour votre magazine Rêve d'évasion. Vos loisirs, activités, voyages à faire en Martinique ou ailleurs, mais également la découverte de vos plus belles destinations et escapades dans la Caraïbe et dans le monde. Votre émission Rêve d'évasion s'y consacre encore à travers de très beaux reportages. Au sommaire de cette émission, visite d'un village d'antan reconstitué par Gilbert qui nous renvoie au mode de vie de nos grands-parents, à leurs connaissances, leurs coutumes et leurs traditions. Découverte de la savane des esclaves. Ensuite, nous irons à la rencontre de Karima et Rodrigue qui nous expliquent un concept original en Martinique pour préparer vos vacances sur mesure. Réalisez vos rêves de voyage les plus extraordinaires dans la Caraïbe ou au bout du monde, en groupe pour un séjour insolite, en croisière pour une escapade à deux, sports extrêmes ou encore voyage de noces. Puis, en fin d'émission, nous ferons escale tout près de la Martinique. Que l'on soit amoureux de spectacles naturels, adepte de randonnées terrestres ou maritimes, ou encore amateur de plongée sous-marine, destination la Dominique. Mais tout de suite, un reportage sur le village d'antan qui témoigne et enseigne le patrimoine martiniquais. Un village qui nous a transportés dans le passé et pour certains, remémoré des souvenirs. Bonjour Gilbert. Oui, bonjour. Mais quel bon vent t'a soufflé cette ingénieuse idée. Je te laisse te présenter Gilbert. Nous sommes effectivement à la savane des esclaves. Oui. Moi, c'est Gilbert, je suis le réalisateur de la savane des esclaves. Alors, la savane des esclaves, c'est un village, comme on dit chez nous, en temps longtemps, au temps d'avant. Alors, ce village, il est reconstitué pour valoriser un peu notre culture et notre patrimoine aussi, quoi. C'est pourquoi la savane des esclaves, on va parler un peu de l'esclavage, on va parler un peu des plantes médicinales. Et après, on va se plonger dans la mode de vie après l'abolition. Comment nos ancêtres ont pu se débrouiller sans le magasin, sans la voiture, sans la route et surtout sans la pharmacie, quoi. Parce que surtout sur l'île, on a une pharmacopée très riche, 75% de médicaments à base de plantes. Alors, pour moi, c'est un plaisir de montrer ça aux visiteurs qui visitent la savane des esclaves, quoi. Alors, toutes ces choses, ça, c'est la savane des esclaves. Très bien. Alors tu nous ramènes dans le temps, Ouais, nos voilà. grands-parents, Ouais. la façon dont ils vivaient, leur façon de s'alimenter également. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve précisément? J'ai vu des maisons d'antan, j'ai vu des Voilà. statues d'antan qui Voilà. représentaient nos ancêtres. Ouais. Dis-nous tout précisément. Bon, est-ce qu'on arrive à la savane des esclaves? La première des choses, il y a l'accueil, mais on va aussi voir l'histoire de la Martinique. C'est cette partie qui est toujours un peu tabou ici. Alors pour moi, c'était nécessaire de parler de l'histoire de la Martinique et de partager avec ces visiteurs qui arrivent, quoi. Alors on va voir la partie histoire, qui est toute la partie esclavage, et après on plonge dans le jardin, dans la partie après l'abolition, comment nos ancêtres ont pu se débrouiller sans les voitures, comme ce que je vais dire, quoi, sans le magasin, sans la voiture, sans les routes. Et là, on va découvrir les petites maisons faites avec des palissades, soit avec les bois grillés, soit avec le bois patate, soit avec le bois tibom ou le bois tifeuille. Dans le sud, on est un peu riche en bois. Alors, Ça, des feuilles de chez vous, des arbres des arbres de chez nous, quoi. Mais il va pousser uniquement, je vais dire, dans le sud et surtout aussi dans un endroit qu'on peut le trouver aussi, on va dire, c'est dans le nord Caraïbe, comme le bois Tibom, quoi. Saint-Pierre, Carbet, il y a énormément de bois Tibom. Alors, dès qu'on habite dans ces zones-là, on peut dire qu'on a vraiment une très grande chance. Parce que ce sont des bois, lorsqu'on fait une maison avec, il va rester centenaire lorsqu'on le coupe à la ligne qu'il faut, quoi. Toujours à la ligne descendante, le bois, quoi. Jamais le couper à la ligne montante, quoi. Et par exemple, sur le mur, comme vous avez remarqué, moi j'ai mis beaucoup de la bouse de vache. La bouse de vache mélangée avec de la cendre de charbon. Là, ça donne ce qu'on appelle le torchis. Et le torchis, on peut dire que c'est un matériau vraiment pour moi d'avenir, parce que c'est un matériau qui n'a pas d'amiante, quoi. Et lorsqu'on a le sur les palissades aussi, lorsqu'on met, ça va s'adapter à fond sur les palissades. Et lorsqu'on a le torchis sur les façades, par exemple, eh bien, la fraîcheur garantie. Et là, ça, on peut dire qu'on vit des petites maisons comme là avec l'argile, à terre, le torchis sur les façades, on vit façon bio, on va dire, quoi. Les feuilles de canne sur la toiture, c'est un isolant. Alors, toutes ces choses, ce sont des isolants. Alors, on n'a pas besoin de mettre de climatiseur ou de ventilateur dans ces maisons pour moi, quoi. Alors là, on a les deux statues que vous voyez là, ces deux statues pour moi représentent le début du métissage
entre la femme africaine achetée sous l'habitation et le colon. Donc, quand les colons avaient acheté leurs esclaves au début, ils avaient le droit de vie de mort sur leur esclave. L'esclave devenait la propriété de celui qui l'avait acheté. Alors le colon pouvait faire ce qu'il voulait. Alors beaucoup de femmes qui ont été achetées au début, ils ont été violées. Et de ces viols naissaient des enfants mulattes. Et tous ces mulattes qui naissaient de ces viols au début, ils naissaient affranchis. C'est quand le Colbert a écrit le code noir, il a remis les mulattes au même niveau que les esclaves achetés. C'était comme ça. Alors, on a celui-là aussi que les gens posent souvent la question, pourquoi il est nu, pourquoi il n'a pas de oreilles, pourquoi il n'a pas de jambes. Oui. Alors cette statue pour moi représente un esclave qui s'est déjà enfui 2 fois sur l'habitation. Colbert avait dit que ce n'était pas la peine de tuer un esclave qui s'enfuit sur l'habitation. Alors l'esclave, il fallait le mutiler devant les autres afin de servir d'exemple à tous ceux ou celles qui veulent s'enfuir sur l'habitation. Alors moi j'ai mis un exemple d'un esclave qui s'est déjà enfui 2 fois sur l'habitation. Parce que la première fois, il a les 2 oreilles coupées, mais il est tempé avec la fleur de lys sur une épaule. Et si on s'échappait une 2e fois sur l'habitation, à ce moment-là, il avait le jarret coupé et il était tempé avec la 2e fleur de lys sur l'épaule. Et la 3e fois, l'esclave est puni de mort. Le colon faisait fusiller l'esclave, il lui coupait la tête et la tête de l'esclave était entrée dans un piquet dans le jardin comme la tête que vous voyez ici. Tout simplement. Alors pour dire que chaque statue a sa signification. Bon, on est à côté d'une petite maison. La petite maison que vous voyez ici, c'est cette petite maison après l'abolition de l'esclavage, quand les gens sont montés vivre dans des campagnes, lorsqu'il n'y avait pas de magasin, pas de voiture, pas de route, il n'y avait rien du tout. Et quand vous constatez des petites maisons sont faites avec des petits bois, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des bois grillés, ou de temps en temps je mets le bois patate ou le bois tifeuille. Et à côté de cette petite maison, mais il faut dire que ça c'est pour papa, maman et les 4 à 5 enfants. Petite maison et jardin immense. Parce que quand vous voyez à côté, il y a la cuisine, à l'extérieur, on a l'établi qui est juste devant, l'établi, et on a par exemple, l'établi c'est ça. L'établi, et on a juste le foyer d'édifié. Le foyer d'édifié, foyer de feu, les 3 roches, le feu tout, le coco nègre qu'on dit, et par exemple pour abriter, on voit qu'on met des petits bambous coupés, on installe ça comme des tuiles. Et là, lorsqu'on fait cuire le repas dessus, on sait qu'il n'y a pas de souci si par exemple, il y a un petit grain de pluie qui arrive. Alors tout est local, tranquille. Et la petite maison, comme vous voyez la petite table en dedans, la petite carafe dessus, la petite table. La petite carafe, s'il y a quelqu'un qui passe pour servir de l'eau, on peut prendre la petite carafe, prendre un petit cuit et le servir un peu d'eau. Par exemple, ça c'est une râpe, mais là aussi on a notre sorte de râpe, moulin à coco. Tu mets juste la petite manivelle et tu vas râper ton coco tranquillement, ou sinon il faut prendre cette râpe. Il y a plusieurs râpes. La tête du couteau la fixer sur une planche, il faut casser le coco en forme d'une bolle et pour râper, on va râper comme ça. Et juste par exemple, ustensile très important pour moi aussi, c'est le coco calebasse dans le coin à terre. Le coco calebasse, on peut aller chercher de l'eau. Maintenant, il faut des seaux. Maintenant, même pas, le seau, il n'est déjà même pas assez. On a déjà le robinet à la maison. Mais auparavant, pour aller chercher de l'eau à la rivière ou à la source, c'était des gros calebasses comme ça que les gens prenaient. Ils laissaient sécher. Après, la chair va former une boule dedans. Après, on va s'arranger pour faire un trou avec un couteau ici. Et une fois qu'on fait ce trou-là, on va écraser la chair qui se trouve dedans. On va mettre du gravat de rivière dedans, de l'eau. On va le secouer pour le nettoyer bien propre. Et ça nous sert de récipient pour aller chercher de l'eau à la rivière. On appelle ça un coucou calebasse. C'est pourquoi lorsqu'on disait aux enfants, à force calebasse aller en l'eau, il va casser. À force d'aller dans l'eau avec la calebasse, tu vas le casser. Qui veut dire en moralité, à force de me meuder, tu vas la fesser tout à l'heure. On entend ce mot-là toujours. À force calebasse aller en l'eau, il va casser. Alors on la voit à côté, la petite jarre. Alors lorsqu'on a l'eau de pluie, on va le stocker dans la petite jarre comme ici. Et pour pouvoir récupérer l'eau dans cette jarre, on prend la chasse-panne. Et là, avec la chasse-panne, on récupère l'eau et on sert dans un cuit et on peut donner ça de l'eau. On peut donner du moins aux enfants, tranquillement. On a même aussi le beau lit à l'intérieur avec ce qu'on appelle chez nous la paillasse. La paillasse, c'est ça. On est bien confortable dessus. C'est herbe cabria. Herbe cabria, le sac en toile de jute que tu vas le bourrer avec. Et là, ça te donne un lit super confortable. Et même pour les enfants, chaque enfant avait un sac comme ça, rempli de paille comme là. Et c'était ça ton matelas pour pouvoir te coucher. Là, c'est le lit pour papa et maman. Et les enfants sont couchés à meuble au sol dans la petite pièce principale qu'on appelle l'office. Donc la maison, c'est la chambre pour papa et maman. Et les enfants dorment à meuble au sol toujours dans l'office, qui est la pièce principale. On dit ça. Et la maison, c'est déjà très dormir. Alors, lorsqu'on se couche dessus, on peut dire on est tranquille, ici. Tu peux l'essayer, tu vas pouvoir déjà, tu peux tester. Et c'est nickel. Est-ce que tu n'es pas bien là? Oui. Passer une nuit là, c'est... passer une nuit là, c'est tout ce qu'il faut. Et les gens, ils payent très cher pour dormir, passer une nuit dans une petite maison comme ça. Parce que ça, c'est la façon la plus biologique de dormir. Tu dors bio.
Hein, tu manges bio, tu dors bio. On appelle ça herbe cabria. Hein? C'est une herbe très fine qu'on va mettre dedans, quoi. Hein? Par exemple, on a dans les chaussures, on a le palmier balai, on a le bacroix, on a le vétiver. Et ces trois choses-là, on peut l'utiliser pour la toiture de la maison et on peut aussi faire des chaussures avec, quoi. Les sacs, tapis, tout ce qu'on veut, quoi. Ce sont des matériaux qu'on peut faire énormément de choses avec, quoi. Hein? Le balai sont faits avec les feuilles qu'on utilise pour les chaussures aussi, que c'est le palmier, la tanière. Hein? C'est la même chose, quoi. Hein? C'est le même matériau, quoi. Alors avant, les gens avaient tout compris, quoi. C'est maintenant, bon, je ne sais pas si on a compris, hein? Mais si on suit ces exemples-là, eh bien, on peut garder tous ces moyens-là. On peut dire, lorsqu'il y a un problème, eh bien, on est heureux toujours, quoi. Hein? On n'est pas stressé. Gilbert, je te vois tellement, tu es content, je sens que tu es content de ton œuvre. En tout cas, je voudrais te remercier. On a fait un petit tour pour nos téléspectateurs qui sont avides justement de nouveautés et de choses que l'on peut faire en Martinique, d'accord, avant d'aller ailleurs. J'aimerais juste dire à nos téléspectateurs qu'ici, il y a une véritable ressource. On peut s'y plonger aisément et facilement grâce à toi, Gilbert. Merci. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et puis les visiteurs qui sont déjà venus, je vous remercie. Ceux qui ne sont pas encore venus, je dis, n'hésitez pas à venir à la Savane des Esclaves. La Savane des Esclaves, c'est à nous et c'est notre histoire, quoi. Hein. Merci encore. Et maintenant, place à un concept original. Vous souhaitez organiser vos vacances ou le temps de week-end comme vous le désirez depuis la Martinique. Un véritable voyage à la carte qui vous ouvre les plus belles destinations du monde. Voici le reportage. Karima, mon associé et moi-même avons créé l'agence de voyage Club Évasion il y a maintenant 1 an au domaine de Château-Gaillard aux Trois-Îlets. Nous proposons un concept différent de ce qui existe actuellement en Martinique, dans le sens où nous faisons d'abord appel à la passion, puisque Karima et moi-même sommes dans le milieu du voyage depuis une dizaine d'années. Nous en avons fait notre métier, mais c'est également notre passion depuis très longtemps. Voyager est pour nous un plaisir que nous voulons transmettre à nos clients et nous voulons former avec eux un club d'amis voyageurs. Mais avant tout, nous sommes dans un rapport de passionnés du voyage, c'est-à-dire que quand le client vient chez nous, on veut quand il ressorte de notre agence, une fois qu'il a effectué son voyage, qu'il devienne un ami parce que nous aurons fait tout ce qui est nécessaire pour le mettre à l'aise déjà avant le voyage, c'est-à-dire dans la première rencontre. Ce qui est unique, c'est la disponibilité que nous mettons à la disposition des clients. Notre objectif, ce n'est pas tout de suite de proposer telle ou telle destination au client, mais c'est d'abord de comprendre l'objectif de son voyage, de comprendre ses attentes. Et à ce moment, nous lui proposons un produit qui sera vraiment adapté à ses désirs, à sa demande. Notre objectif, ce n'est pas de prendre un catalogue sur un présentoir et de le lui remettre pour lui proposer telle ou telle destination. On est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une assistance à tout moment. On ne sait jamais, vous êtes à l'étranger, vous avez perdu votre passeport. Vous êtes soucieux de ne pas savoir comment rentrer sur la Martinique. On se charge de tout. L'ambassade de France, il le faut, toutes les démarches nécessaires. Voilà, vous êtes accompagné à distance, dans n'importe quel pays, à travers le monde entier. Nous déplaçons à domicile sur le lieu de travail des clients. Nous pouvons recevoir sur rendez-vous, ce qui permet aux clients d'être reçus en toute convivialité. Parmi les destinations que nous proposons, nous en connaissons une bonne partie. Nous partons à titre professionnel ou personnel très régulièrement en voyage afin de connaître les destinations que nous proposons. Ça nous permet ainsi de proposer des astuces à nos clients quand ils vont sur Porto Rico ou sur les États-Unis ou même sur l'Asie, de leur proposer des astuces ça peut être sur une bonne table ou un endroit où faire du shopping ou bien un site authentique à visiter qui ne sera pas forcément dans les grands circuits touristiques présentés dans les catalogues classiques d'agences de voyage.
Alors, une petite anecdote, on a eu l'occasion d'organiser un séjour en Asie. Et au retour de la muraille de Chine, j'ai une personne qui me dit « Karima, j'aurais bien aimé avoir un petit massage ». Donc je lui trouve la solution, arrivé à l'hôtel, donc un petit masseur pour cette petite cliente. Et il s'avère que tout le reste du groupe voulait également le massage. Donc on s'est retrouvé avec une équipe de masseurs équivalent à l'équipe de clients. Une trentaine de clients, une trentaine de masseurs. Donc voilà, c'était assez rigolo. Tout le monde a pu avoir son massage en simultané. Voyager est pour nous un plaisir que nous voulons transmettre à nos clients et au final former avec eux un club d'amis voyageurs. Et pour notre dernier reportage, escale sur l'une des îles les plus sauvages des Antilles, proche de la Martinique, où cultive un parfum de mystère et des endroits oubliés de la civilisation moderne. Départ maintenant pour la Dominique. Situé en plein cœur des Petites Antilles, au nord de la Martinique et au sud des îles des Saintes et Marie-Galante, ce petit pays d'une superficie de 750 km² est une ancienne colonie anglaise indépendante depuis 1978 qui fait partie du Commonwealth. C'est un mélange de culture et de tradition hérité du passé de la Caraïbe. Avec ses 50 km de long et 24 km de large, l'île se caractérise surtout par la complexité de son relief, recouvert partout d'une épaisse jungle. 60% de la surface de l'île est couverte par la forêt tropicale. Les habitants de l'île, au nombre de 70 000, sont concentrés essentiellement sur la côte ouest, à Roseau, la capitale, forte de 24 000 habitants, et à Portsmouth, au nord. La Dominique possède autant de rivières que de jours dans une année, et offre, entre gorges et vallées, cascades et sources chaudes, près de 500 km de pistes permettant d'accéder aux sites les plus spectaculaires qui s'élèvent à plus de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une seule route, assez récente, traverse l'île par le centre. C'est sans doute pourquoi, dans ce lieu authentiquement caraïbe, il demeure encore 3000 Indiens, préservant leurs traditions. Sur la côte nord est appelé territoire caraïbe. Ils sont établis comme pêcheurs, fermiers, hôteliers, restaurateurs ou marchands de souvenirs. Tous les ans, au mois de septembre, ils y organisent la Semaine Caraïbe, période pendant laquelle de nombreux visiteurs viennent découvrir leur activité traditionnelle. À l'intérieur de l'île, Roseau, la capitale, est une petite ville dont on peut faire le tour en un peu plus de 30 minutes à pied et qui, par son marché en plein air et son square, évoque des images plutôt rétro. Les rues pavées et les bâtiments en pierre semblent préserver les secrets d'un autre temps. Certains bâtiments datent de l'époque victorienne, avec leur stature imposante, leurs vérandas, leurs jalousies et leurs volets. Le bâtiment du bord de mer avec ses volets rouges, qui abrite désormais le musée national, en est un exemple frappant. Se promener le long de la baie ou de la rivière jusqu'au jardin botanique, avec le retour dans le bourg, où l'on trouve un artisanat local, cristaux et bijoux, ainsi que des magasins détaxés. Dans la vallée, à moins de 10 km de Roseau, se trouve le village de Wotten-Waven. Ici, une série de sources chaudes d'origine volcanique permettent de se détendre dans les bassins et piscines naturelles avant de rejoindre le lac de Freshwater. Après une descente assez abrupte de 45 minutes sur une piste aménagée, on accède à un bassin dans lequel se déverse une cascade de 61 mètres de hauteur, constituant les chutes de Middlewam. Autre site important, le parc national de Morne-Trois-Pitons, inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO. Il étend sa végétation montagnarde sur près de 7000 hectares et abrite le deuxième sommet de la Dominique, culminant à 1400 mètres. La faune et la flore y sont particulièrement riches, fougères et orchidées y poussent abondamment. Avant de quitter ce parc, il faut absolument voir le lac bouillant et la vallée de la Désolation. Ce véritable chaudron de 61 mètres de large avec des murailles de 30 mètres de hauteur et près de 60 mètres de profondeur est en réalité une fumerole dans un lac dont la température des boues grises peut monter à plus de 90 degrés. 3 heures de marche sont nécessaires pour y accéder,
avant de traverser la fameuse vallée de la Désolation, avec son paysage de geysers et de bassins de boue grouillant d'algues aux couleurs vives. Dans le secteur sud-sud-est du pays, après une succession de petits villages dont celui de Champagne, pour les amateurs de plongée et Soufrières pour les sources sulfureuses. Galion, lieu idéal pour l'observation des cachalots, offre la possibilité de faire une randonnée étonnante. Côté sud-est, on peut noter la cathédrale de Grand-Bay qui relate la libération des premiers mulâtres français. D'ailleurs, dans la région, les noms des habitants et des lieux sont évocateurs de ce passé. Au village de Délices, 2 chemins de randonnée mènent aux superbes chutes de Victoria et River Jack. En poussant jusqu'à la plaine, un dernier parcours de près d'1 heure jusqu'à la magnifique cascade constituée par les chutes de Sari Sari. Comme dans toutes les îles, la Dominique offre de larges possibilités en matière d'activité nautique. En rivière ou en mer, chacun trouvera le terrain qui lui conviendra pour satisfaire ses envies. Classée parmi les 10 meilleurs sites du monde par les magazines de plongée, l'île possède ses meilleurs spots sur sa côte ouest et plus particulièrement autour de la réserve marine de Soufrières Scott Head, où un cratère volcanique sous-marin présente des précipices allant jusqu'à 450 mètres de profondeur, alors que la visibilité atteint 30 mètres. C'est une zone de plongée accessible à tous car les eaux y sont très claires. En mer, pour les moins audacieux, une autre activité ne manque pas d'intérêt, car elle peut se pratiquer avec un simple appareil photo, l'observation des animaux marins. On peut y découvrir des mammifères tels que les dauphins, mais surtout les cachalots, qui viennent prendre l'air avant de rejoindre les profondeurs. La meilleure période pour l'observation va d'octobre à mars. Les rivières dominicaines ne sont pas en reste en termes de sorties intéressantes. Les rameurs pourront se lancer dans la remontée d'une partie de la rivière Layou, qui est la plus longue de l'île, avant d'en effectuer une descente étourdissante en bouée. On y découvre des paysages spectaculaires. Enfin, le Watukubuili National Trail, le Grand Trail des Antilles, un itinéraire de randonnée de 184 km en pleine nature, divisé en 14 étapes de distance et difficultés très hétérogènes. Il commence à la Soufrière dans le sud de l'île et se termine à Cabrit dans le nord. À travers la forêt tropicale, il passe par des montagnes, des volcans, des rivières, des cascades et par les côtes découpées de l'île. La Dominique est une île d'aventure, paradis des chasseurs d'images et des amateurs d'impressions fortes. C'est l'une des îles les plus sauvages des Antilles où la nature reste intacte. Votre émission touche à sa fin. Voici les plans de votre agenda. Notre émission est maintenant terminée. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et pour de nouvelles aventures de Rêve d'évasion, on se retrouve dans 15 jours. Au revoir et à bientôt.